Voilà, on est très heureux de vous accueillir tous aujourd'hui. Et je vois Nathalie, à qui on donnera la parole dans un instant tout à l'heure. Mais effectivement, le thème du handicap, c'est quelque chose que sur Telem, on a commencé à évoquer il y a très longtemps avec plusieurs émissions. Hein, et donc, celle qu'on a avec Greg, c'est la troisième, hein, mais il y a eu Horizon Handisport, il y a eu Handy Le Mag pendant de très nombreuses années, et on est heureux d'avoir une nouvelle émission aujourd'hui. On a toujours eu cette sensibilité et cette volonté effectivement, c'est le thème qu'on va aborder, d'avoir un regard positif sur le handicap, de ne pas être larmoyant, mais de montrer que, et c'était notamment la thématique d'Handy Le Mag, de montrer que voilà, on pouvait être handicapé, travailler, faire du sport, s'intéresser à la culture. Et donc, on est heureux d'aujourd'hui de vous accueillir. On va commencer peut-être par une petite vidéo. Hein. Je vais donner la parole à Stéphane Rivière. Une petite vidéo qui s'appelle Inversion. Voilà, on va vous donner un micro, bien sûr. Allez-y, parlez. C'est vrai, 1, 2, voilà. 3, 1, 2, 3, vous m'entendez? Donc bonjour à toutes et à tous. Donc oui, donc moi je suis Stéphane Rivière, fondateur d'une entreprise qui s'appelle Talentéo, avec un média digital aujourd'hui très influent qui s'appelle talentéo.fr. Notre approche, c'est d'aller intéresser au sujet les gens que ça n'intéresse pas. Comment j'élargis l'audience d'un sujet culturellement, en France en tout cas, qu'on met à côté. Moi, j'essaie justement de le rendre transversal, notamment grâce à l'humour. J'espère que ça vous plaira. Mais on a imaginé une petite web-série basée sur l'inversion. Je ne vais pas trop spoiler. C'est peut-être le plus simple. Allez, on la découvre. Ouais, c'est le plus simple. Inversion. Bonjour. Bonjour, mettez votre fauteuil là. Ah, excusez-moi, je n'ai pas de fauteuil. Ah, ok. Je suis désolé, je voulais dire asseyez-vous. Ben oui, mais je vais vous trouver une chaise. Non mais, ne vous inquiétez pas, j'ai l'habitude. Je peux continuer debout. Ok, parce que c'est pas écrit sur votre CV, je m'attendais pas à recevoir un... Un valide, ouais. Oui, c'est ça. Je le mets plus sur le CV parce que sinon j'ai plus d'entretien. Ah bah ouais, vous êtes un petit malin, vous. Hein. Et vous êtes en situation de validité depuis quand? Depuis toujours, en fait, depuis ma naissance. Ouais. D'accord, vous êtes né avec tous vos membres? Oui. Et ils sont tous fonctionnels? D'accord. Vous avez même pas une petite malformation osseuse? J'ai parfois les mains moites. Et en y réfléchissant... Ah oui, j'ai les pieds plats. Mon pauvre ami. Mais j'assume ma validité, hein, complètement. Je veux qu'on me considère comme une personne handicapée. Comme vous et moi, en fait, comme vous. Comme je vous comprends. Et vous êtes marié? Depuis 2 ans, oui. D'accord. Et votre femme est aussi... Valide, également. Ah, quand même, ouais. Ben, on n'a jamais compris que par les siens. On est bien, effectivement, je vous remercie, ouais, on est bien. Vous avez des enfants? 2. Valide également, hein, je vous arrête, mais tout est organisé, pas de contraintes, ma femme travaille à mi-temps, nos parents sont là, donc tout est organisé pour gérer leur validité au quotidien. Vous savez, c'est un emploi très exigeant. Et vous l'avez vu, notre société n'est pas du tout adaptée pour recevoir des... Des valides. Oui, voilà. Enfin, vous l'avez vu, il n'y a aucun escalier, il y a des ascenseurs partout. Comme je vous le disais, je l'assume ma validité, donc je m'intégrerai, il n'y a pas de souci. Mais je sais qu'en général, vous faites toujours preuve de courage, d'abnégation. Vous êtes souvent un modèle pour nous. J'ai besoin de ce travail. Comme je vous comprends. Mais mettez-vous à ma place. Ouais, c'est une image. Vous savez, nous sommes rentrés dans une ère de compétitivité. On ne peut plus faire dans le social. Je ne dis pas ça pour vous. Faites-le pour les quotas. Faites-le pour les 6%. Vous allez gagner de l'argent, monsieur. Vous allez voir. Vous savez, dans un monde idéal, moi je rêverais d'embaucher que des gens comme vous. Mais on n'est pas dans un monde idéal. Bah, je vous remercie de m'avoir reçu. Bon, écoutez, je vais faire passer votre CV à la mission validité. Ils verront si à l'accueil ou au courrier, ils n'ont pas un poste adapté. Le courrier, j'aimerais bien que je collectionne les timbres. Ah, merci. J'attends. Merci, monsieur. Au revoir. Bon courage. Merci. C'est chiant ces CV anonymes. Par l'humour. Oui, c'est ce qu'on a essayé de faire. Donc moi, ça me fait toujours... je me vois vieillir, parce que la vidéo a 3 ans. Mais surtout, je vois que c'est toujours le même impact. L'idée, c'était... vous avez peut-être reconnu le vrai acteur
qui s'appelle Ada Abdelli, qui est un des acteurs de la série Vestiaire, avec qui on travaille souvent, justement pour sensibiliser via l'humour. Comme je vous le disais, nous, on essaie vraiment de faire du handicap un sujet comme un autre. Donc en gros, en faisant marrer par Ada, qui est lui-même qui a la polio, les gens, ça les décomplexe beaucoup sur ce sujet-là. Et l'idée d'inversion, on l'avait depuis un certain temps. Et notamment, sur un lancement, un peu comme aujourd'hui, face à pas mal de DRH, etc., sur une conférence, le matin, je me suis dit, il faut qu'on les secoue un peu, il faut qu'on change un petit peu. Et on avait inversé les rôles, du coup, comme ça. Et j'avais introduit Ada en lui posant des questions, et on découvrait qu'il avait plein d'a priori sur les valides. Et ça avait pareil, ça a eu son petit effet, ça avait été très drôle, et on s'est dit, il faut qu'on puisse lancer quelque chose. Et on a lancé cet épisode grâce, je crois que cette époque-là, on s'est rencontrés peut-être, Grégory, ou juste avant. C'était une entreprise handicap Saturne de l'AGFIP qui a organisé. Et on avait gagné le prix grâce à ça. L'idée, c'était vraiment, vous l'avez vu, de déculpabiliser, de faire prendre conscience des a priori qu'on peut avoir, tout naturellement, j'ai envie de dire. Et par cette petite pirouette de l'humour, on se dit « Ah ouais, mais ça, je l'ai déjà pensé » ou « Je l'ai déjà vu ». Et finalement, c'est une histoire de situation. Donc voilà, cette vidéo là, a été vue 150 000 fois sur le web. Et notre travail, c'est ça, chez Talentéo, c'est de rendre visible, finalement, l'actualité de nos clients. Et là, ce genre de contenu-là. Moi, ça me fait très plaisir de vous entendre rire. Et quelles que soient les audiences où on va projeter cette vidéo, on a eu un prix il n'y a pas très longtemps en Belgique, vive la Belgique, dans un festival de films qui s'appelle Extraordinary Film Festival. On a gagné un prix. Et moi, mon idée, c'est ça, c'est d'aller porter le handicap, enfin le sujet du handicap, un peu comme toi, Grégory, finalement, partout. Mais on ne parle plus de handicap. On se marre et on prend conscience. Voilà, l'action de Talentéo, donc c'est ça, entre autres, mais plein d'autres choses. En quelques mots, rapidement. C'est très facile, c'est deux grands métiers. Le digital, donc talentéo.fr. Notre boulot, c'est de rendre visible ce que font les entreprises auprès des bonnes communautés. Donc on est devenu en 6 ans une agence de communication en marketing éditorial. Le boulot, c'est ça, c'est comment on va toucher les bonnes communautés pour rendre visible ce que vous faites en entreprise. C'est pas de construire des plans de communication, dire qu'on est un accueillant. Aujourd'hui, ça suffit pas. On est dans la culture de la preuve aujourd'hui. Les gens vont aller vérifier. Les gens vont googliser ce que vous faites. Faites l'exercice, nom de votre entreprise, handicap, voyez ce qui sort. Si ce qui sort vous convient, on n'a pas grand-chose à faire. On ne pourra pas beaucoup vous aider. Vous êtes super bon. Si ça ne vous convient pas, on peut vous aider. C'est ça le travail. Et l'autre boulot, ça fait le lien avec la suite, c'est d'organiser des événements, et notamment un bel événement dont TLM est partenaire cette année, hein, Laurent, qui s'appelle Sport to Job. L'idée, c'est là encore comme l'humour, on essaie de rendre attractif le sujet, d'attirer des collaborateurs sur des événements. Souvent, vous faites des sensibilisations en entreprise, et qu'est-ce qui se passe? Vous touchez toujours les mêmes, ceux qui se sentent concernés. Nous, c'est on élargit l'audience. Donc en gros, on a fait un événement l'an dernier, Matmut Stadium, avec d'un côté un challenge culinaire, devinez avec qui? Je vous en parlerai tout à l'heure. Et de l'autre côté, au Palais des Sports de Gerland, un tournoi avec plein de sports, notamment l'équipe de France de foot amputée, tout ça. Mais les gens venaient d'abord faire du foot avec Grégory Coupet, par exemple. Du coup, on arrive à toucher des managers, des collaborateurs qui ne seraient jamais venus sur une sensibilisation. Bilan des courses, depuis 4 ans à Grenoble, c'est 90 personnes qui ont trouvé un job. À Lyon, c'est presque 10 l'année dernière. Donc voilà, le mouvement est lancé. Deuxième édition à partir du deuxième semestre. Ce sera le 20 septembre à la Halle Diagana, autour de l'athlétisme, et le 15 octobre à la Commune, un haut lieu qui commence à arriver sur la cuisine, dans lequel on fera le challenge culinaire. J'espère que tu seras avec nous. Et réunion de lancement le 24 mai à la Commune, justement, pour vous présenter ce lieu. Voilà. Très bien. Merci beaucoup Stéphane Rivière. Merci. On va donner la parole à présent à Grégory Cuilleron. Greg, qu'on ne présente plus, hein, tous ses talents, toutes ses compétences dans de nombreux domaines. Donc Greg et TLM, c'est une longue histoire, a commencé il y a pas mal d'années déjà. Ouais, et puis cette nouvelle émission, ambassadeur AGFIP, tout ce que tu fais aussi dans ton restaurant aussi, bien sûr. Alors peut-être un résumé de ton parcours et de ce qui te motive, qui fait que tu es impliqué sur toutes ces causes, et puis plus spécialement, bien sûr, sur le handicap, et puis comment on en est arrivé à lancer cette émission. Greg, les cuisines tous. Alors, ouais, je vais plutôt parler du handicap, parce que si je vous parle de ma passion pour la cuisine, ça peut durer longtemps. Moi, le handicap, c'est de naissance, c'est une agénésie du membre supérieur gauche, et c'est vrai que pendant très, très longtemps, je voulais
pas être dans, on va dire, dans les réseaux entre guillemets handicapés. Je voulais pas faire d'handisport, je voulais faire comme les gens normaux. C'est le terme qu'on emploie, hein, malheureusement. Et j'ai pour coutume de dire que c'est la télévision qui m'a rendu handicapé. C'est-à-dire que suite à mes participations aux différents concours de cuisine, j'ai eu beaucoup de questions sur mon handicap. Bon, ça après, j'avais l'habitude puisque on m'a toujours beaucoup posé de questions. Et comment ça t'est arrivé? T'as eu un accident, patin couffin. Et surtout, j'ai eu beaucoup de témoignages de familles, de personnes en situation de handicap et de personnes en situation de handicap elles-mêmes qui me disaient « Ah, c'est bien alors, c'est surtout les familles qui disaient « Ah, c'est bien, grâce à vous, on se rend compte que notre enfant peut faire quelque chose de sa vie. » Et là, je me suis dit, s'ils ont besoin de voir un gars à la téloge pour se dire ça, c'est compliqué. Alors, je leur jette pas la pierre, hein, c'est jamais évident, mais je me suis dit qu'il y avait du boulot. Et là, à ce moment-là, j'ai décidé de m'engager. Je me suis engagé comment? En répondant aux sollicitations. Et puis, par la suite, il y a GFIP qui est venu trouver donc, pour promouvoir l'emploi des personnes en situation de handicap. J'y connaissais rien. Les 2 premières années, j'ai fait la gentille tête de gondole. Et puis maintenant j'estime avoir une compétence en la matière, pouvoir conseiller les entreprises et avoir une véritable opinion. C'est-à-dire que j'ai à peu près traversé la France en long, en large et en travers. J'ai vraiment vu toutes les régions, tout type d'entrepreneuriat. Alors, plutôt, les entreprises qui sont concernées sont plutôt celles qui ont un nombre d'employés supérieur à 20 employés, justement, par les 6%. Mais j'ai vu aussi plein de petites boîtes où il y avait des gens qui pouvaient connaître un accident de la vie et pour lesquels les collègues et les patrons faisaient tout leur possible pour le maintenir dans l'emploi. Et ça, je trouve que c'est quelque chose de super bien. Moi, maintenant, il y a 2 choses que j'en retiens. C'est que d'une part, il y a plein de personnes qui ont des handicaps invisibles. Je crois que ça correspond à peu près à 80% des handicaps. À chaque fois, on voit un fauteuil roulant. Un fauteuil roulant, je suis désolé, mon cher, c'est à mon avis 5, tu vois, 2% même. Donc, chacun son pourcentage. Mais bref, c'est moins de 10. Et c'est vrai qu'il y a plein de gens qui ont un handicap invisible et qui ne veulent pas le déclarer de peur du plafond de verre. Alors, moi, c'est ce que je leur dis, c'est que maintenant, franchement, il n'y a plus d'histoire de plafond de verre. C'est vrai que pendant très longtemps, ça a été compliqué. Moi, je ne suis pas pour la discrimination positive, mais il faut reconnaître que la loi de 2005 était nécessaire parce que quand des entreprises préfèrent payer de grosses contributions plutôt que d'employer des personnes en situation de handicap, je trouve que c'est vachement vexant parce qu'il y a quand même une compétence derrière. Mais ça, c'est ce que j'explique aux travailleurs en situation de handicap, c'est que c'est à eux de pousser les portes parce qu'on ne va pas venir les chercher sur leur canapé, c'est certain. En revanche, charge de rappeler justement aux ressources humaines, aux entreprises, aux entrepreneurs qu'un travailleur en situation de handicap, c'est pas un boulet, mais c'est quelqu'un qui est fort de ses compétences et de ses performances. Et en plus, on a coutume de dire, et c'est le cas, c'est une personne, on l'a bien vu dans ta petite vidéo, c'est une personne qui passe son temps à s'adapter à des conditions qui ne sont pas faites pour elle. Donc, grosso modo, en termes d'adaptabilité, on peut pas trouver mieux. Donc voilà comment j'en suis arrivé au handicap. Et alors TLM, bah ouais, moi TLM j'adore depuis tout petit parce que je suis très attaché à ma ville. Moi, mon père est originaire de la Croix-Rousse et ma mère de Fourvière, enfin du Vieux-Lyon. Donc c'est vraiment mon patrimoine et c'est une chaîne que j'ai toujours bien aimée, qui m'a toujours accueilli très gentiment, qui m'accueille encore toujours pour venir parler de foot, donc ça je leur en sais gré. Et quand on est venu me trouver l'année dernière en me disant bah voilà, on aimerait bien monter une émission avec toi, on n'avait pas encore évoqué une thématique. Et le premier truc que je dis ouais, je veux bien, mais j'aimerais bien faire un truc sur le handicap. Parce que la cuisine c'est bien, mais des gens qui pleurent en regardant des poireaux, on en voit sur toutes les chaînes, donc ce serait bien de voir un petit peu autre chose. Et bah, il n'y a pas eu besoin de négocier, j'ai été très content, on a tout de suite pu faire ça, et ça s'est également fait parce qu'on a eu par ailleurs le soutien d'Apicile et de Nathalie. Je tiens à leur remercier parce que voilà, il a fallu qu'on soit trois acteurs pour réaliser cette émission. Et l'idée, c'était de faire quelque chose un peu, pareil, à destination des personnes qui ne sont pas particulièrement touchées par le handicap, des choses un petit peu didactiques pour comprendre ce qu'il en est sur différentes thématiques, et puis surtout, pas faire pleurer dans les chaumières, parce que moi, c'est ce que j'explique à certaines personnes handicapées qui, dès qu'il y a un petit créneau qui se libère, ont des trémolos dans la voix pour faire pleurer dans les chaumières. C'est vraiment pas l'objectif. Déjà parce que les personnes handicapées ne sont pas comme ça. Et puis je pense que c'est pas du tout le bon levier si on veut enfin être considéré comme, je vais encore le dire, des gens normaux. Voilà, tout simplement. Voilà, beau résumé. On va passer la parole aussi, et puis bien sûr on prendra vos questions après, hein, à Frédéric François. Qui mérite une
Oui, c'est certainement la première fois, oui. Une belle ovation parce que c'est un triple champion paralympique au dernier jeu de Pyeongchang. Voilà, slalom, combiné alpin et super G. Voilà, triple médaille. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on aura l'occasion de te découvrir dans Craig les cuisine tous. C'est le prochain numéro, c'est ça? Voilà. Et donc, en avant-première, déjà nous expliquer peut-être ton histoire et puis comment tu es arrivé à cette triple médaille. Avec des moments difficiles, bien sûr, pour y arriver, des moments de doute aussi. Sans trémolo. Sans trémolo. Frédéric, mon histoire, moi, elle a commencé un peu loin d'ici, parce que je ne suis pas originaire de la région, je suis de Normandie. J'étais fan de montagne depuis tout petit, parce que je crois que mes parents m'avaient emmené au ski à 2 ans et demi. Et du coup, moi, j'avais le créneau habituel de 1 semaine par an pendant les vacances scolaires. On allait faire du ski. Et donc, étant fan de ski, je voulais absolument habiter à la montagne. C'était mon rêve. Finalement, ma mère voulait pas me lâcher avant que j'ai un petit diplôme. Donc, j'ai passé un diplôme en vitesse pour partir aussi vite que possible. Donc, je me suis retrouvé à 21 ans en Haute-Savoie. Et du coup, j'ai fait des saisons et j'ai réussi à m'incruster dans un office de tourisme en tant qu'objecteur de conscience, parce qu'à l'époque, moi, je suis un peu plus vieux que toi. À l'époque, on était obligé de faire l'armée, donc je voulais éviter ça aussi. Et pendant mon service actif, je me suis planté en snowboard parce que j'étais animateur de cet office et je voulais créer une animation autour d'un snowpark. Et en essayant une grosse bosse, je me suis planté et donc je me suis retrouvé en fauteuil roulant après m'être cassé la colonne vertébrale. Donc 7 mois de rééducation à côté de Grenoble et pour moi c'était pas possible de remonter en Haute-Savoie parce que c'était vraiment pas accessible, ni la station ni là où j'habitais. Donc à l'époque ma copine habitait sur Grenoble. Grenoble étant une des villes les plus accessibles, je suis resté sur place. Et du coup ça m'a permis d'aller rapidement voir si la montagne m'avait traumatisé en fait du fait du handicap et c'était pas du tout le cas. Et j'ai même retrouvé énormément de sensations que j'avais en snowboard à l'époque. Donc j'ai enchaîné et en 2006, les responsables de Grenoble Handisport, voyant mes premières aptitudes, m'ont poussé à faire de la compétition. Donc j'ai commencé gentiment en 2003. Et en 2006, je suis allé à Turin donc pour voir et encourager mes collègues de l'équipe de France sur les Jeux paralympiques de Turin. Donc j'avoue que ça m'a pas mal fait envie et je me suis engagé à fond à partir de ce moment-là. Et donc 4 ans plus tard, j'étais un petit peu juste pour aller à Vancouver. Donc je voulais montrer à tout le monde que je pouvais le faire. Et donc je me suis bien fait mal une fois encore en m'éclatant la clavicule 1 mois avant les Jeux. C'est à ce moment-là que Apicil est devenu mon partenaire principal et mon fidèle partenaire. Merci beaucoup. Et donc, après, parcours classique, je me suis énormément entraîné avec l'équipe de France. 2014, je suis arrivé à Sochi. Et donc, moi, j'étais sûr que je reviendrais avec des médailles. Ça n'a pas été le cas. Je fais 2 fois 5e. Donc, grosse déception, mine de rien, parce que quand on y croit et que ça ne marche pas, c'est un peu compliqué. Donc là, bien sûr, je voulais tout arrêter, normal. Et ma femme, qui est mon plus sage partenaire, on va dire, m'a conseillé de continuer parce que je n'avais pas encore d'enfant à l'époque, donc c'était plus facile.
Donc j'ai enchaîné jusqu'à Pyeongchang où bah, là on a eu les résultats qu'on vient d'avoir, quoi. Donc je suis assez content de ce qui s'est passé et c'est grâce à quand même beaucoup de travail, j'avoue. Voilà. Alors merci Frédéric, et encore bravo. Sur ces jeux proprement dit, si on refait l'histoire, donc les 3 compétitions, comment ça se prépare plus spécialement, est-ce qu'il y a une pression énorme en se disant c'est cette fois-ci ou jamais? Oui, clairement, la pression, on se la met, hein. En fait, le truc, c'est que moi, je suis hyper polyvalent. Donc, je savais que je pouvais revenir avec 5 médailles. Mais je savais que je pouvais aussi revenir avec aucune. Et du coup, moi, je m'étais bien préparé comme il faut. Mentalement, j'étais fort parce que j'avais fait un bon début de saison. D'ailleurs, surtout en slalom, en technique, parce que toutes nos courses de vitesse avaient été annulées. Ce coup-là, on avait trop de neige à chaque fois. Donc, une saison, il n'y en a pas assez. Une saison, il y en a trop. Le ski, c'est compliqué. Et du coup, premier entraînement de descente. Donc là, c'est du ski pour 2 fois, on va dire. C'est qu'un entraînement. Donc j'arrive 4e, donc là je me dis c'est bon, je suis à la surprise du chef. Et première course, donc en descente, je suis 6e. Donc là, belle déception encore, mais je veux pas faire comme à Sochi où j'ai l'impression d'être à chaque fois une course en retard. Donc je me remobilise, je m'emballe pas non plus, mais j'avoue que cette 6e place m'a bien vexé. Donc derrière, j'arrive à me lâcher complètement sur le Super G le lendemain, où quand j'arrive, en fait j'étais parti 6e, quand j'arrive je suis premier. Mais quasiment la totalité des coureurs doivent encore partir, et en fait la plupart du temps on est 15, 15 à pouvoir presque gagner. Donc là, l'attente est un peu longue, l'attente que les autres arrivent pour voir s'ils sont devant, derrière. Donc là, c'est un jeu assez stressant. Finalement, je m'en sors pas trop mal. Je suis 3e. Donc voilà, je débloque les compteurs de mes médailles. La pression, d'un côté, elle s'en va parce que je me dis, bon, ça y est, c'est bon. Maintenant, je peux faire un peu ce que je veux. Même si je tombe, c'est pas dramatique. J'ai déjà ma médaille, quoi. Mais d'un autre côté, je me dis, merde, maintenant, faut pas que je m'arrête là, quoi. Et donc le lendemain, c'était clairement ma discipline de prédilection, le combiné alpin. Donc là, je manque l'or d'assez peu finalement, mais la nouvelle génération est arrivée et c'est pas des rigolos, hein. Donc bon, je m'en sors bien avec une médaille d'argent. Là, super content. Tout le monde me met encore plus la pression en me disant t'as fait le bronze hier, l'argent aujourd'hui, donc demain c'est l'or. Et donc d'un côté, je suis libéré, d'un autre côté, j'ai gavé de pression. Le lendemain, j'ai pas passé une porte, même pas le portillon de départ, que je fais ma première faute. Et pour autant, je skie hyper bien. Donc j'avais perdu énormément de temps dès le portillon de départ avec une énorme faute complètement ridicule. En fait, tous ceux qui faisaient ce genre d'erreur, je me moquais bien d'eux à l'époque. Et donc là, il a fallu que ce soit devant tous les spectateurs pour me remettre à ma place. Donc finalement, ça m'a fait du bien. Et l'après-midi, sur un deuxième manche, j'explose ma fixation. Donc voilà, je suis bien comme il faut à ma place. Ça me remet bien les pendules à l'heure. Et en fait, après, dernier jour en slalom, où là, j'ai eu le globe de cristal. Tout le monde me met la pression une fois encore. Moi, je sais que la pente, elle n'est pas faite spécialement pour ceux qui ont mon type de handicap. Mais par le jeu des chutes des autres, on va dire, je m'en sors quand même encore assez bien. Donc voilà, 3 médailles, je suis ravi. Je n'ai pas eu de médaille d'or, mais objectif accompli. Et je suis ravi d'avoir porté les couleurs de Happy Seal qui m'ont soutenu depuis toutes ces années et qui ont eu confiance en moi. Encore bravo Frédéric. On va peut-être dire un mot
du travail qui a été fait avec l'entreprise qui a fabriqué ton équipement et puis dire que tu es un des rares à courir avec deux skis. Avec deux skis, oui. Alors après, la Fédé internationale nous laisse le choix des technologies un peu, histoire que les fabricants se lâchent et puis que la technologie avance. Et donc, oui, je suis le dernier des Mohicans à skier sur deux skis. Après ma prestation, là, peut-être que ça va en inspirer d'autres. Mais finalement, je pense que c'est surtout l'amortisseur qui nous a bien aidés parce qu'on a le même fauteuil depuis 2009 avec les gens de l'équipe de France, là. Et donc, on a fait une très belle saison au niveau du matériel. Le fauteuil sur lequel je skie a obtenu tous les globes de cristal cette année, ou de cristaux, je ne sais pas au pluriel si ça s'accorde, bref. Et on a eu pas mal de titres. Et voilà, je suis assez content parce que j'ai moi-même participé au développement de l'amortisseur. Et j'ai avancé un peu avec un prothésiste sur le développement des coques sur mesure. Donc voilà, je suis content. J'ai donné ma patte. C'est l'occasion de dire aussi que tous ces travaux de recherche qui sont faits pour les handicapés, ça sert aussi souvent pour d'autres applications et ça sert pour tout le monde d'une certaine façon. Là, en termes d'amortisseur, je pense que c'est dans le cas présent, mais souvent, alors on cite l'exemple de la télécommande de la télévision qui au départ a été mis au point pour les handicapés et puis qui sert à tout le monde aujourd'hui. Bien sûr. Après, moi, je sais que le ski assis, c'est aussi une façon en tout cas aux États-Unis, ça se fait pas mal pour les personnes qui se sentent pas de faire du ski, d'aller découvrir la montagne et les pistes. Et sincèrement, toutes les personnes normales ou dites valides que je connaisse qui ont mis leurs fesses dans un fauteuil ski, franchement, elles adorent ça parce qu'on est un poil plus bas, donc on a une sensation de vitesse tout de suite. On a les mêmes skis, donc le même type de glisse. Et franchement, je vous conseille d'essayer. Et en fait, dans toutes les stations en Rhône-Alpes, en tout cas, l'ESF, l'école de ski français, est équipé de matériel. Et s'il n'est pas déjà utilisé par un handi, ils seront ravis de vous faire découvrir la discipline, quoi. Vraiment. Alors sur ces 3 médailles, on s'arrête, la retraite, c'est ça ? Oui, la retraite, parce que c'est quand même des vies assez exigeantes, hein, pas d'être handi, mais d'être sportif de haut niveau. Et puis là, j'ai une petite fille de 2 ans et demi qui ne voit pas beaucoup son père là, depuis 2-3 ans. Donc voilà, là, je vais me consacrer à elle et sa maman pendant au moins une année de voyage. Et puis on va sûrement monter un business derrière. Donc si c'est en France, je viendrai te voir pour avoir peut-être des aides des AGFIP. Oui, des recettes, mais bien sûr, en plus, ce sera certainement dans l'hébergement. Donc pourquoi pas faire des petites choses à la maison. Ça nous ferait une belle pub et puis les clients seraient contents. Très bien. Voilà. Merci beaucoup Frédéric. On va découvrir quelques images de cette nouvelle émission sur TLM depuis quelques mois déjà. Hein. Greg les cuisine tous. Et puis je vais demander à Nathalie de Gâteau de nous rejoindre pour dire quelques mots aussi, puisque c'est avec le soutien d'Apicil qu'on a pu lancer aussi cette émission. 14 ans pour l'ADAPI 69. Aujourd'hui, il se rend tous les jours dans un des 6 établissements et services d'aide par le travail du Rhône qu'on appelle ESAT. Ici, on sous-traite le conditionnement de marchandises, par exemple, comme des produits cosmétiques ou encore du sérum physiologique. Mais Farid, lui, s'occupe de boîtes de graines de tournesol. On prend les graines de courge, on met en boîte, on compte, on pèse, 83, 84. Et après, on colle l'étiquette. Tous les employés travaillent par groupe allant de 3 à une vingtaine de personnes. Chaque atelier est encadré par un moniteur pour les accompagner dans leurs différentes tâches. Et c'est nécessaire, car tous disposent d'une capacité professionnelle inférieure à 30% de la normale. Donc on travaille pour des clients avec des exigences de travail et de production, avec des délais à respecter, comme dans le monde de l'entreprise.
Et du coup, notre rôle, c'est de respecter la production, mais pas seulement, d'accompagner ces personnes au quotidien dans leurs difficultés de compréhension, donc d'adapter les postes pour que le travail puisse se faire le mieux et qu'ils ne soient pas en difficulté sur les tâches qu'on leur demande. L'accompagnement est large, il y en a qui vont très vite comprendre, comme d'autres, il faudra leur expliquer avec des dessins, des pictos. Financé par l'État, à hauteur de 55% du SMIC, ce sont près de 1000 professionnels qui travaillent dans les 6 ESAT du Rhône. Voilà, merci. Et c'est l'occasion de saluer Stéphane qui travaille dans cet ESAT Jacques Chavant qu'on a découvert dans ce reportage de Damien Decran. Nathalie, un mot sur les actions de mécénat conduites par le groupe Apicil sur le handicap depuis très longtemps. Le groupe Apicil, c'est un groupe de protection sociale, donc le métier, c'est vraiment d'accompagner à la fois les soucis de santé, les soucis de dépendance ou de handicap. Et du coup, on s'est dit que notre savoir-faire pouvait aussi avoir un prolongement par un mécénat social le plus innovant possible. Et donc, on s'est attaché à définir des axes prioritaires. Et dans le domaine du handicap, c'est vrai que ça fait très, très longtemps que le groupe accompagne différents projets. L'idée, c'est aussi de donner exemple à d'autres entreprises de nous suivre dans cette mobilisation, parce qu'on essaie d'être, donner envie quand on accompagne des caractères, enfin des personnalités aussi fortes que notre équipe handisport, Frédéric, ou comme des gens atypiques comme Grégory. C'est vrai que les accompagner dans la visibilité de leurs exploits ou de leur insertion professionnelle, c'est aussi pouvoir, d'une certaine mesure, donner envie à d'autres entreprises aussi à la fois de parler de tout ça, mais aussi d'accompagner dans la mesure du possible cette inclusion. Alors peut-être évoquer un projet. Vous allez accompagner quelqu'un sur la route du Rhum, qui n'est pas n'importe qui. Ah oui, alors là, on a signé il y a quelques semaines à peine un très beau partenariat, un sponsoring d'un skipper handisport qui est né comme Grégory avec un bout en moins. Et c'est déjà un champion, un skipper affirmé, puisqu'il a été double médaillé à Rio en voile. Et là, il se lance sur la route du Rhum en même temps que les autres skippers valides, donc dans la même course. Et du coup, ça devient une course handi-valide, une course en solitaire sur un bateau qui a déjà une histoire, puisque c'est un IMOCA, donc un monocoque 18 mètres, qui a déjà servi au tournage du film en solitaire avec Auteuil, Daniel Auteuil, Cluzet, pardon, à la barre, voilà. Et il a la chance aussi d'avoir généré des énergies autour de lui, et notamment Jean Lecam va le coacher et va l'accompagner dans l'adaptation du bateau, parce qu'il y a quelques modifications à faire malgré tout. Et puis voilà, on est très fiers et impatients de voir déployer cette grande voile Apicil pour un départ le 4 novembre. Donc c'est le premier handi-skipper sur la route du Rhum. Exactement. Grande... Exactement, parce qu'il l'avait fait il y a déjà 2 ans, mais en paire. Il n'était pas en solitaire. Donc là, c'est dans les conditions réelles de course qu'il va le faire. Donc c'est une sacrée aventure. Et peut-être que Grégory lui donnera un coup de main sur l'adaptation des repas lyophilisés, sachets repas. Ça fait un moment qu'ils en parlaient ensemble sans me connaître. Et du coup, voilà, j'essaye un peu d'attiser le truc parce que ça fera un super symbole aussi. Très bien, merci beaucoup Nathalie. On va prendre, l'heure a tourné très vite, mais on va prendre quand même quelques questions comme le veut le principe de ce club. Qui a envie de... Il nous reste quelques minutes. Moi, j'ai pas de questions. Par contre, j'ai oublié quelqu'un tout à l'heure. Oui. On parlait du duo Day. Oui. Voilà. Et le duo Day, effectivement, c'est une opération aujourd'hui, certes médiatisée, où il y a pas mal de choses qui se passent depuis hier soir, je crois, le tirage du loto, des choses comme ça, où on fait binôme handi-valide. On est partenaire de l'opération, on a essayé d'amener notre touche. Et moi, je suis en binôme aujourd'hui avec un blogueur sourd, c'est-à-dire qu'on a les deux mêmes métiers. Donc ce matin,
Vivien qui est juste là, Vivien Laplane, qui peut se lever. Mais il peut nous rejoindre. Voilà, oui. viens. Ce matin, il a découvert les coulisses de la préparation de tout ça, mais cet après-midi, moi, je vais découvrir son activité. Parce que je trouvais que l'idée, c'est bien de faire ce duo, mais pas dans l'état d'esprit de j'accueille un handi, quoi. C'est pas ça. C'est on se rencontre et on montre que c'est possible. Voilà. Voilà, donc Vivien. Quelques mots. Content de participer à cette opération avec Stéphane. Ah bah, totalement, ça me permet de découvrir un peu ce monde. Déjà TLM, ça me permet de découvrir et puis aussi de pouvoir faire des découvertes réciproques, savoir qui est qui, parce que c'est vrai que c'est pas visible. Le fait que je sois sourd, c'est pas visible. Mais j'entends assez bien, donc je me débrouille pas trop mal. Donc voilà, tout à fait. Très bien. Merci beaucoup. On avait quelques images peut-être à découvrir sur justement l'opération Duo Day. Est-ce qu'on peut les envoyer? Voilà. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a une ou deux questions? C'était juste une. Il faut donc. Rapproche le micro. J'espère que le président de la République vous a reçu les Jeux sportifs paralympiques. Il y a eu une réception? Oui, en fait, on a été accueillis en même temps que les athlètes olympiques. Donc, moi, il m'a couronné pas la Légion d'honneur, mais voilà, de l'ordre du mérite. Et oui, on a trouvé ça très sympa, justement, comme François Hollande il y a 4 ans, il nous a reçus en même temps que les sportifs valides, et du coup, c'est encore un symbole assez fort. Donc oui, très bien. Eh bien, bravo. D'autres questions? Oui. Ouais, moi je voudrais faire quelques témoignages et remerciements. On se connaît bien effectivement avec Grégory, puisqu'il a eu la gentillesse de m'inviter dans son émission. Et donc je voudrais vraiment vous féliciter tous, parce que c'est vrai qu'on a tous cette énergie. Personnellement, je suis directeur d'un établissement et service d'aide par le travail. Donc Stéphane fait partie de notre équipe. Aujourd'hui, dedans, ils sont 12 de l'ESAT à participer au Duo Day. Donc on a interrogé les travailleurs en disant quel métier vous intéresserait de visiter. Bon, il se trouve que Stéphane a dit moi j'aimerais savoir ce que c'est qu'un directeur d'ESAT, donc c'est comme ça qu'il passe sa journée avec moi. Et on a d'autres très beaux exemples. On a un passionné de rugby qui voulait faire de la cuisine, et il est dans la brasserie du Loup pendant toute la journée. On a un gars qui voulait être barman, et il est barman aujourd'hui au Ninkasi. Donc, si vous voulez boire un pot, vous trouverez Jérôme. Donc, on a plein de très, très belles initiatives. Et moi, je voudrais vraiment témoigner que, franchement, de l'appétence des gens. Finalement, c'est vrai qu'on parle beaucoup d'inclusion, machin. C'est vrai qu'on a souvent longtemps pris le handicap par l'obligation, alors qu'aujourd'hui, clairement, on se rend compte que les gens, ils ont envie, quoi. Ils ont envie de savoir ce que c'est. Ils ont envie de découvrir la différence. Et donc, il faut qu'on puisse les nourrir avec ça. Et donc, merci pour toutes vos initiatives, parce qu'elles participent. C'est grâce à ça, quoi. C'est grâce à tout ce que vous avez semé que ça fonctionne, quoi. Merci de ce témoignage. Une autre question? Oui, bonjour, Vincent Baeulet, délégué général de FAS. Moi, je voudrais savoir quel message vous avez envie d'envoyer aux entreprises, comment les entreprises pourraient mieux s'investir quand vous regardez le monde de l'entreprise globalement. Voilà, FAS, Fondation Agir contre l'exclusion. Voilà. Qui veut répondre? Déjà là, le gouvernement est en train, avec des partenaires, est en train de revoir la loi de 2005. On veut revoir les pourcentages, les choses de cet acabit. Donc je pense que déjà, maintenant qu'on a 13 ans d'expérience avec la loi de 2005, ça permet de corriger et de gommer les petits défauts. Moi, pour les chefs d'entreprise, déjà leur dire de ne pas avoir d'a priori, parce que il y a des outils pour compenser le handicap. Un handicap, c'est quoi? C'est une inéquité face à une situation donnée. C'est-à-dire qu'on n'est pas handicapé globalement, on est handicapé face à certaines situations. Et je pense par exemple à quelqu'un qui travaille derrière un bureau. S'il est en fauteuil, c'est-à-dire qu'il ait une chaise fournie par l'entreprise ou qu'il vienne avec son fauteuil, ça ne va pas changer grand-chose à sa performance. Je pense que c'est vraiment cette notion de performance, c'est de se dire que si on engage quelqu'un
pour son handicap, un peu par pitié entre guillemets, bah on a rien compris au truc. Et en plus, ça va donner une très très mauvaise image puisqu'on va pas forcément recruter quelqu'un de compétent. Je pense que faut pas que le handicap soit une excuse ni dans un sens ni dans l'autre. C'est-à-dire qu'on n'engage pas quelqu'un parce qu'il est handicapé, mais on ne refuse pas un job à quelqu'un parce qu'il est handicapé, parce qu'on a vraiment tous les outils à disposition pour compenser celui-ci. Enfin, moi, quand j'ai commencé mon ambassade, on va dire ça comme ça, en 2011, j'arrivais dans une entreprise, on me brandissait fièrement un pourcentage. Alors nous, c'est 4,2, nous, c'est 6,8. Enfin, c'était plus souvent 4,2 que 6,8. Et c'est vrai que maintenant, quand je vais dans une entreprise, on me dit ah, nous, on a recruté Jean-Paul, Jacques, Michel, et on est vachement content parce qu'il nous apporte toute son expertise dans tel ou tel domaine. Et je pense que c'est ça qui est important, c'est que soit c'est une aventure humaine, mais c'est pas, on n'est pas là juste pour dire ouais super, on accompagne une personne en situation de handicap, mais pour se dire bah voilà, on va travailler ensemble et on va être performant, tout simplement. Si je peux compléter Oui. par rapport à ce qu'on peut vivre, il y a plein de choses qui se passent et qui sont de bonnes choses. Il y a plein de réussites et on n'en parle pas assez. Et c'est là-dessus, essayez de rendre visible tout ce que vous faites. C'est le plus important. Puis après, il y a vraiment pour moi la sphère des managers. Ceux qui sont à convaincre, c'est ceux qui décident en fait. C'est pas la mission handicap, c'est pas la RH en général, c'est les autres. Donc d'être imaginatif sur comment ceux-là, je leur amène le sujet, parfois de manière très implicite, et ça marche. Hop, il y a un pas de côté et hop, comme tu le dis en fait. Et c'est les rencontres souvent qui font ça. C'est pour ça que les exemples que vous pouvez avoir ou les choses qui peuvent exister autour de vous, c'est la rencontre des managers avec des personnes en situation de handicap en milieu ordinaire ou en milieu protégé, ça marche. Ça change sur les acheteurs, c'est crucial. C'est les acheteurs qu'il faut convaincre pour aller acheter dans les ESAT. Donc c'est là-dessus que ça se joue en fait. Merci. Guillaume Hullier, chef d'entreprise et puis président de 60 000 rebonds. Merci. Donc on compte 380 salariés et on doit peut-être avoir 5-6 personnes handicapées, donc pas assez. Mais c'est un vrai parcours du combattant pour nous aussi. On est dans l'informatique, donc on a besoin de gens qui sont assez tech. Et ce niveau de compétences, d'une manière générale, on les trouve difficilement, mais encore plus difficilement dans le monde handicapé. Moi, je trouve dommage, par exemple, que... Alors, on a conscience que certaines personnes ont envie d'être dans l'entreprise et d'autres préfèrent être au milieu des ZAT. Et je pense que ce n'est pas nous qui devons faire ce choix. Je trouve dommage que la loi, si vous y retravaillez, elle ne valorise pas de la même manière les personnes qu'on contribue à faire bosser en ESAT ou les personnes qu'on contribue à faire bosser au sein de l'entreprise. Et puis peut-être améliorer les liens, les communications qu'on peut avoir. Nous, on est vraiment preneurs d'autres personnes, il n'y a pas de souci. On a des parkings adaptés, des toilettes adaptées, des ascenseurs adaptés. Alors, même les gens... Et je me bats toujours avec les gens, on va dire valides, quand ils prennent l'ascenseur. Je dis non, ça c'est pour les handicapés. Nous, on peut monter un escalier. Alors, que les choses soient claires, je ne vais pas la faire du tout aux entrepreneurs. Moi, pour tout vous dire, cette loi de 2005, il y a des côtés que je trouve un petit peu stupides. Par exemple, ce pourcentage de 6% qui correspond à strictement rien, c'est qu'il y avait des syndicats qui étaient pour 10, d'autres qui étaient pour 2, et ils ont coupé la poire en deux. Si toutes les entreprises de plus de 20 salariés engageaient 6% de travailleurs en situation de handicap, on serait obligé de faire de l'importation de travailleurs en situation de handicap. Donc ce serait un petit peu compliqué. Et je pense qu'il faut en effet s'adapter. Moi, c'est un exemple que je donne souvent, c'est-à-dire qu'il y a un ingénieur avec le statut de travailleur handicapé, c'est une licorne. Il y en a peut-être 3 qui se courent après sur le marché français. Enfin, j'exagère. Mais je rebondirai sur l'émission de ce soir, je crois, sur l'apprentissage. Ça, c'est une très, 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 très bonne manière de recruter des travailleurs en situation de handicap, puisque, comme toute autre personne, ça permet de les former au sein de l'entreprise, dans des formations qui sont validées, diplômantes et tout le pataquès. Et je pense que c'est le meilleur moyen. Aller trouver directement le diplômé, c'est très, très difficile sur ces profils-ci. Pour ce qui est des ESAT, moi je trouve que c'est super. Alors, on parle de... J'ai vu que Sophie Cluzel voulait supprimer les ESAT, enfin je sais pas, je trouve que c'est complètement stupide parce que il faut de tout pour tout le monde et tout le monde n'est pas forcément capable de travailler dans le milieu ordinaire et n'en a pas forcément envie non plus. Enfin, je veux dire, c'est quand même le grand bain et on n'est pas censé se sentir forcément à l'aise là-dedans. Et je pense qu'il faut garder justement cette possibilité. Je pense qu'on a un grand problème en France, c'est que nos devises, c'est liberté, égalité, fraternité. On a tendance à croire qu'on est tous égaux, alors que non, on est égaux en droit et c'est normal, mais on est tous différents et c'est ça qui fait aussi notre force.
Ouais, juste pour rebondir sur le... On peut l'applaudir, c'est pas mal ce qu'il dit quand même. Hein. C'est empreint de pragmatisme, et je voulais rebondir là-dessus en tant qu'entrepreneur aussi. On est une toute petite entreprise, on est 6 collaborateurs. Il y a des jeunes ingénieurs informaticiens qui sont en situation de handicap, mais il y a encore ce plafond de verre un peu. Ils n'osent pas le dire, et surtout, tant qu'ils ne sont pas en contact avec vous, qu'ils ne vous ont pas rencontré, ils ont peur de le dire. Donc il y a aussi ça, c'est aussi comment on change le regard. Et le handicap, c'est bien d'avoir des ascenseurs adaptés, etc. Et comme on le disait, c'est pas que le fauteuil. Vous voyez, il y a aussi ça, montrer qu'il y a d'autres choses. Il y a peut-être des collaborateurs chez vous qui seraient éligibles, mais qui n'osent pas le sortir de la tête de l'eau, peut-être. Il faudrait regarder ça. Il y a souvent des actions qu'on peut mener de sensibilisation pour déclencher. C'est parfois des choses toutes bêtes. De toute façon, c'est un mix, la réussite, au-delà des pourcentages, quand ça marche, c'est plein de choses. C'est plein de petites choses qui marchent. Et déjà, l'avoir envie, c'est juste déjà pas mal, quoi. Voilà. Très bien. Merci Stéphane, merci Greg, merci Frédéric, merci Nathalie.